Bienvenue à toutes et à tous, c'est Sébastien Bruno-Durand, le créateur du podcast indépendant Parlons de votre mental. Après une première saison avec 20 épisodes, avec des invités issus d'univers très variés, je repars à la rencontre d'incroyables personnalités qui, je l'espère, vous inspireront dans votre quotidien et viendront booster vos ressources psychologiques pour être performants dans vos réalisations personnelles, professionnelles, sportives et vous aideront à être bien dans vos baskets. Nos invités se livreront cette saison à un portrait chinois, parleront des actualités et projets qui les animent et des qualités mentales qu'ils utilisent depuis des années. Soft skills, confiance en soi, motivation, gestion des émotions, gestion des échecs, ainsi que leur capacité à rebondir pour toujours aller plus haut, plus loin, en étant toujours positif. Excellente écoute à toutes et à tous et découvrons avec plaisir notre invité du jour. Bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Ce matin, j'ai la chance et le plaisir d'aller rencontrer un dompteur de cerveau. Donc du coup, j'étais très curieux d'aller rencontrer Michael Bruce Grossman. Salut Michael. Salut Sébastien, bonjour à tous. Bon, t'as vu, je t'avais dit que je dirais pas Bruce, mais finalement, j'ai pas réussi à dompter mon cerveau assez vite. Eh ben, c'est bien qu'on discute ensemble parce qu'effectivement, moi, j'aide les gens à dompter leur cerveau, c'est ce qui m'éclate, donc on va discuter de ça aujourd'hui avec grand plaisir. Ok. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu, alors c'est quoi dompter le cerveau? Qu'est-ce que tu fais exactement? Mais ce que je fais, c'est que j'accompagne en fait les gens à prendre conscience du potentiel de leur cerveau qui est incroyable en fait. Et suite à un accident de vie, je me suis retrouvé face à la nécessité de réapprendre à utiliser mon corps dans un premier temps et mon esprit. Et je suis parti à la recherche de comment apprendre. Et au travers de mes recherches, je me suis aperçu que il y avait tout un tas de choses que je n'avais pas appris à l'école, que mes enfants n'avaient pas appris à l'école, qui étaient basiques, qui étaient d'une efficacité énorme pour ton quotidien. Et je me suis plongé dans les livres pendant des années pour apprendre, et puis mettre en opérationnel tout ce que j'apprenais, tester les choses beaucoup et itérer et du coup en faire une méthode qui aujourd'hui peut aider le plus de gens possible et donc principalement les jeunes, principalement les femmes aussi, mais tout à chacun est à disposition et est capable de dompter son cerveau. Alors, t'accompagnes les gens dans quel domaine? Tous les domaines ou? Mais la préparation mentale, dans le coaching de vie, dans l'atteinte d'objectifs. Ma méthode, elle est fondée sur des fondamentaux, en fait. C'est le mindset, effectivement, qui va irriguer tous les aspects de ta vie. C'est les habitudes, c'est les objectifs, c'est l'apprentissage. Et avec tout cela, je prétends qu'on peut hacker effectivement le cerveau et se rapprocher de ses rêves, les atteindre. Ok, très bien. Tout ça, ça part d'une discussion. Je vais te raconter l'origine de cela. En dehors de mon accident de vie, ça part d'une discussion. J'étais avec une gamine un soir, 16, 17 ans, pas plus âgée que ça, tu vois. Et elle me dit, mon rêve, c'est ça, mais c'est pas pour moi parce qu'il faut que je fasse des études et je suis pas faite pour les études. Tu vois, c'est ce genre de choses que je ne veux plus jamais entendre. Et donc, je lance une révolution, la révolution tranquille par les neurones. Tu vois, on y va tranquillement. Mais ouais, il y a beaucoup de détermination en moi pour justement ne plus entendre ce genre de message parce que tout est possible en fait. Bon, on est bien d'accord sur le tout est possible ou tout est impossible, mais pas un, mais impossible. On se rejoint là-dessus, ouais. Alors, on reviendra un petit peu sur ton parcours après. Tu nous expliqueras un petit peu plus en détail tout ça. On va commencer tout de suite, comme le veut la tradition, par ton portrait chinois, si t'en es Ok, d'accord. Et si t'es prêt, on y va tout de suite. c'est parti. Alors, Michael, si tu étais une couleur, quelle couleur serais-tu et pourquoi? Une couleur, ça serait le rouge certainement, le rouge de la colère. Comme je te le disais, il y a de la colère en moi, il y a de la colère qui doit s'exprimer. Je vois trop de gamins qui sont aujourd'hui délaissés par le système scolaire, qui sont en train de se poser trop de questions. Je veux faire une révolution pour que tout le monde ait les outils pour arrêter de se faire piloter par son mental. Si tu étais un livre, quel livre serais-tu et pourquoi? Le piège, soit tu me trouves l'intégrale de Stefan Zweig, alors là je peux partir avec ça tranquille, mais ça va peser un certain poids. Sinon je te dirais peut-être Congo de c'est Michael van den Broek, je crois. C'est un auteur
un auteur hollandais. C'est un livre qui est passionnant parce qu'il retrace toute l'histoire du Congo avec des témoignages qui sont à peine croyables. Et c'est un livre que je relis avec plaisir très très régulièrement et qui est à la fois touchant, qui te fait un rappel historique sur ce qui s'est passé dans ce pays qui est pas banal et qui donne beaucoup de force, je trouve. Si tu étais à un moment de la journée, quel moment de la journée serais-tu? Alors, le Michael d'il y a 10 ans serait surpris d'entendre ça, mais ça serait incontestablement le matin. Le matin de 5 heures à 7 heures, c'est là où je suis le plus en phase avec focus sur mes objectifs, focus avec un rituel que j'ai tous les matins sur mon corps, sur mon esprit, sur des choses qui me donnent envie, sur voilà, tu sais tous ces trucs où tu te dis j'ai pas de date d'échéance, je sais pas, j'ai envie d'apprendre la danse, la peinture, la sculpture, de maigrir, de perdre 10 kilos. T'as pas de date d'échéance sur tout ça et c'est là où la vraie procrastination s'installe. Eh ben moi je fais tout ça le matin quand personne n'a besoin de moi et quand je suis seul avec mes priorités. Si tu étais une qualité, quelle qualité serais-tu et pourquoi? Certainement la détermination parce que parcours de vie très très atypique, beaucoup de combats à mener, des combats atypiques aussi et effectivement ouais, la détermination c'est ce qui m'habite le plus. Ouais. Si tu étais, pardon, une citation, quelle citation serais-tu? Je vis entouré de citations, donc je peux te faire 3 heures rien que là-dessus, mais peut-être celle de Mark Twain. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Si tu étais une musique, quelle musique choisirais-tu? De la soul, du reggae, c'est sûr. Une chanson de Groundation qui s'appelle Here I Am, qui m'habite pas mal en ce moment. Si tu étais un objet, quel objet choisirais-tu? Un livre. Je crois que c'est le plus bel objet que l'homme ait réussi à inventer, un livre. Ouais. Transmission de savoir, c'est ce qui me préoccupe le plus. Allez, encore quelques-unes. Si tu devais choisir un mot, quel mot choisirais-tu? L'amour, parce que chacun y met ce qu'il veut dedans. Et puis, ouais, c'est ce qui nous regroupe tous au final, ouais. Si tu étais un pays, lequel choisirais-tu? Ben, on va retourner au Congo. C'est un pays qui me passionne. Pays très atypique lui aussi, très très vaste, d'une richesse dans ses terres qui est incroyable et qui est inversement proportionnelle à la tristesse de son histoire, qui est marquée par des successions de drames qui se passent encore aujourd'hui pendant qu'on est en train de parler. Et voilà, donc c'est ouais le Congo. Allez, une petite dernière hein, qui va faire appel à tes neurones. Il y a tous tes sens. Si tu étais une Madeleine de Proust, quelle Madeleine serais-tu? Un plat de ma maman, certainement son couscous sucré. C'est assez original et je me souviens qu'après le sport, je lui mangeais des saladiers de ce truc-là. C'était magnifique. Plein de glucides, je te le Bon, recommande. ok. Bon, bah, c'était la Madeleine de Proust, je l'avais jamais faite, mais tu seras le premier à l'avoir inaugurée. Je trouvais ça sympa. On va enchaîner, on va revenir un petit peu tout d'abord sur ton parcours. Il t'inspire quoi Mhm. ton parcours à ce jour? De la gratitude essentiellement. C'est un parcours qui est douloureux, qui a laissé des traces, que je ne souhaite pas la pire ennemie de ta grand-mère, mais pour autant, ouais, il a fait aujourd'hui un homme qui est solide, qui peut aider beaucoup ses enfants avec des outils que n'avaient pas mes parents. Donc je pense que ouais, c'est la gratitude parce que tout ce que j'ai traversé a construit avec dans la douleur parfois, dans le rire souvent, mais avec le smile tout le temps, mais de la détermination, a construit ce que je suis capable de porter comme message aujourd'hui. Alors, si c'est pas trop douloureux pour toi, est-ce que tu peux, quand tu dis avec tout ce que j'ai traversé, ça évoque quoi exactement? Il y a de la douleur physique, beaucoup de douleur physique. Il y a beaucoup de combats contre l'addiction dans mon entourage, avec les dégâts qui sont inhérents à ça, des dégâts comme tu vois la télé empire en fait. Donc ouais, des histoires pas très très drôles à raconter, des enfants à sauvegarder par rapport à des situations qui sont dans les plus pathétiques du genre humain. Donc faire face par rapport à cela en étant démunis parce que les addictions sont très très difficiles à encadrer et dans le cadre de ce qui s'est passé avec moi, ça s'est pas bien passé pendant très très longtemps. C'est un combat de 10 ans à peu près que je n'ai pas remporté. Hein. L'addiction est plus forte que moi sur ce coup-là. Mais en tout cas, voilà, ça a été en tout cas ouais beaucoup de luttes et puis au final, ça s'est fini par
par un lit d'hôpital avec un questionnement fort. C'est qu'est-ce que je fais de ma vie maintenant que je sais que ce qui m'arrive est grave, que rien ne sera plus comme avant? Comment je rebondis avec ça? Est-ce que déjà première chose, est-ce que ça m'intéresse de vivre dans ces conditions? Donc il a fallu aller chercher effectivement assez profond. Deuxième chose, se battre avec son corps pour pendant que la situation devenait critique, pour éviter une amputation qui allait être assez dramatique. Donc voilà, la détermination, ça vient de là aussi. Effectivement, je me revois encore avec mon compteur de pas pour faire mes 10 kilomètres par jour enchaînés à une perfusion dans les couloirs de l'hôpital. Ouais, c'est des trucs qui sont pas banaux effectivement. Et puis quand je remontais dans le service, je voyais des gens qui étaient des vieillards qui étaient amputés un jour d'une main, un jour d'un bras, un jour d'une jambe. Un jour, il y a plus rien qui dépasse. Et puis je savais que c'était mon avenir, si tu veux. Donc soit tu acceptais ça et tu dis ok, ben voilà, c'est pas de chance. J'ai passé 6 mois à chercher une pathologie dans la souffrance, et puis au final, il se trouve que cette pathologie elle est incurable. Je suis handicapé à plus de 80%. Qu'est-ce que j'en fais? Mon corps lâche. Ben qu'est-ce que mon cerveau peut faire? Et là, tu pars de découverte en découverte. Du coup, par rapport à ton parcours, si je te dis rendre possible l'impossible, aujourd'hui, ça fait complètement écho. Ouais, aujourd'hui, c'est carrément une de mes valeurs. Ouais, c'est une de mes valeurs premières, et c'est dans le cadre de mon travail, c'est d'ailleurs une de mes préoccupations premières. C'est de convaincre jusqu'au bout du bout mon client que tout est possible pour lui. Je veux que ça aille à 10 sur 10. Sur une échelle de 10, je veux qu'il soit en mesure de te dire ouais, effectivement, tout est possible sur moi. Et ça passe par de l'échange. Ça passe aussi par des parcours de vie tels que des sportifs peuvent l'avoir. Tu vois, il y a beaucoup de parcours qui sont extrêmement inspirants chez les sportifs. Et en ce moment, j'utilise beaucoup celui de Francis Ngannou, qui est de ce point de vue un parcours qui est je crois qu'il va y avoir un film d'ailleurs à son sujet qui va sortir, qui est en préparation. Voilà, c'est un parcours qui est absolument incroyable et qui, de mon point de vue, fait œuvre de salubrité publique en le diffusant comme il le fait. Ouais. Avec tout ce que tu peux rencontrer comme cas, j'ai jamais encore posé cette question, mais là, du coup, elle me vient spontanément. On parle souvent de l'impossible. Qu'est-ce qui, selon toi, les gens arrivent à se convaincre que certaines choses sont impossibles pour eux? C'est Mais parce que finalement, nous, on n'est pas dans on n'est pas dans cette dynamique et dans cette philosophie, parce que bah, on ose et on tente et on voit si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Mais qu'est-ce qui te paraît être la cause, donc c'est-à-dire l'origine de certaines personnes à penser que ce qu'ils ont envie de faire est impossible? ce que tu es en train de pointer, ce sont les pensées limitantes, les croyances limitantes. Et ça, l'origine des croyances limitantes, c'est ton entourage, c'est ta maman, ton papa, tes amis, ce que tu consommes comme source d'information, c'est qui tu fréquentes, qui va avoir une norme qui va devenir la tienne. Et pour ça, le cerveau, effectivement, est une éponge. Il y a des neurones miroirs qui vont se mettre en œuvre, et tu peux pas lutter contre cet aspect-là des choses. Ton environnement va faire tes valeurs, ton concret, tes espoirs, tes limites aussi. Ce que tu crois possible ou pas va être intimement lié à ton environnement. Et quand je te dis que nous sommes dans la partie, c'est que c'est un combat de toute une vie, en fait. Je te prends l'exemple d'un entrepreneur. Un entrepreneur qui débute, il va aller se faire coacher par un entrepreneur business qui va lui dire, viens, je t'amène de 0 à 100 000 euros. Et au départ, quand tu débutes, 100 000 euros de chiffre d'affaires pour une année, ça te semble l'Amérique, quoi. Donc, tu as une croyance limitante que, un syndrome de l'imposteur arrivant, ceci, cela, tu n'es pas capable d'aller sortir 100 000 euros à l'année. Tu travailles, tu t'es accompagné, tu t'entoures des gens qui, eux, considèrent que la norme, c'est 100 000 euros, et tu vas arriver à ces 100 000 euros parce que le cerveau trouve toujours ce qu'il recherche. Et à partir de ce moment-là, va se passer une chose. C'est qu'une nouvelle croyance limitante va arriver. Tu arrives à tes 100 000 euros et tu vas dire, ouais, mais 1 million d'euros, c'est pas possible. C'est en cela où je te dis qu'on est tous, en fait, dans le jeu, et qu'il faut tous que nous soyons très observateurs de nos pensées, parce que les croyances limitantes, c'est pas un truc que tu as derrière toi. Il faut sans arrêt avoir les surveiller comme le lait sur le feu. Et pas que les surveiller. Il faut voir ça un peu comme une fuite d'eau, en fait, si tu veux, au milieu de ton salon. Une fois que tu l'as constaté, tu vas pas rester les bras dans les poches, les mains dans les poches, en train de regarder ta fuite d'eau. Ben, les croyances limitantes, c'est la même chose. Il faut agir. Ça me fait penser à un entraîneur de tennis que j'ai eu qui disait que qui se crée des limites s'en donne sans limite. Ah, c'est une très jolie façon de tourner les choses. Effectivement, il y a pas mal de gens qui ont des magnifiques citations là-dessus. Que tu crois que c'est possible ou non pour toi, tu as raison. Je crois que c'est Henry Ford qui a sorti celle-là.
Il y en a pas mal comme ça effectivement, mais c'est très 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 important de lutter contre ces croyances limitantes, ouais. Et d'autant plus qu'elles sont intimes. C'est ta famille, c'est tes proches, c'est ton quotidien, c'est tes croyances, c'est tes certitudes. Le cerveau, il ferait tout pour se conformer à ses croyances en fait. Donc c'est un travail qui est vraiment qui doit être proactif. Ça fait partie de dompter son cerveau, ça fait partie des choses effectivement, ouais, que l'on travaille sur la pensée. Ok, on va essayer de définir ensemble le mot mental. Quelle serait, toi, ta propre définition de ce mot? Bon là, chacun pourrait y aller de la sienne. Pour ma part, ce que j'aime bien faire, c'est une analogie avec un ordinateur, si tu veux, un super ordinateur. Parce qu'en gros, ouais, c'est un peu ce qu'est ton cerveau, en fait. Ce qui se passe, c'est que tu peux avoir deux attitudes. Soit laisser la configuration de base mener dans ta vie. Cette configuration de base, avec le temps, elle va devenir obsolète. On va revenir aux croyances limitantes. Et tu peux te faire contaminer par des virus, comme un ordinateur. Ça, c'est ce qui se passe dans ton cerveau. Tu peux avoir une autre attitude qui consiste, comme dans ton téléphone ou ton ordinateur, à venir installer sciemment les meilleures applications pour que ton cerveau exploite le plus de potentiel possible. Et là, on va parler de choses comme la confiance en toi, on va parler de détermination. Euh, voilà, il y a une liste assez importante d'applications qui sont extrêmement puissantes. Connaître l'échec, connaître la vraie signification de l'échec, connaître la signification du succès. Il y a pas mal de paradigmes à refaçonner dans ton esprit pour avoir justement un cerveau qui soit optimisé pour te permettre d'atteindre tes objectifs. Et tes objectifs, quand je parle d'objectifs, c'est tes rêves en fait. Michael, si tu devais décrire une personne qui a un bon mental, comment décrirais-tu cette personne? Bah, pour moi, il y a trois choses à faire. La première chose, c'est de prendre la décision, en fait, comme on faisait l'analogie avec les ordinateurs, de ne plus laisser Windows 95 piloter ton mental. Tu mérites mieux que ça. Donc ça, c'est une décision à prendre. Une fois que tu as pris cette décision, ça va t'amener à prendre des actions qui sont, premièrement, d'éradiquer les virus. Alors ces virus, je peux t'en parler de quelques-uns si tu veux. C'est être négatif, procrastiner, c'est jouer la victime, éviter l'échec, limiter ses rêves, juger, rester dans sa zone de confort. Tu vois, c'est des choses extrêmement basiques, mais qui demandent à chacun des actions très spécifiques. Et une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir installer des applications qui vont te permettre d'aller booster ta confiance, ta détermination, de maîtriser tes peurs, d'éclater tes croyances limitantes, ce dont on parlait juste avant, d'être vraiment déterminé, de là pour le coup connaître l'échec, qu'est-ce que c'est l'échec et comment je vis l'échec parce que l'échec c'est bon pour toi, de reconsidérer également le succès. Et puis j'aime bien la notion de responsabilité également que tu dois connaître dans le sport, c'est-à-dire de prendre 100% de la responsabilité, quels que soient les événements. C'est pas une balle d'un centimètre à droite qui a causé ta défaite, c'est autre chose. C'est à toi d'aller puiser, de t'adapter à ce qui se passe, parce que ça permet de te poser les bonnes questions en fait. Pas pourquoi c'est à moi que ça arrive cette balle qui retombe toujours du mauvais côté du filet par exemple, mais comment est-ce que je peux faire pour que ça m'arrive moins souvent. Et là ton cerveau il va te redonner des réponses. Et encore mieux peut-être comme question, comment est-ce que je peux faire pour que ça ne m'arrive plus. Et là tu vas rentrer dans la détermination. Donc voilà, une fois que tu as installé ces applications, effectivement tu vas pouvoir là pour le coup exploiter tout le potentiel de ta vie. Pour moi, c'est ça avoir un bon mental. Michael, elle consiste en quoi ta préparation mentale personnelle? Alors j'ai une méthode qui est très personnelle, hein, qui est fondée sur toutes les itérations que j'ai pu faire. Donc j'ai tendance à picorer un petit peu partout, à essayer les choses, voir ce qui fonctionne le mieux sur moi. Et je dirais que c'est une méthode personnelle dans le sens où j'invite personne à calquer sa préparation sur la mienne. J'invite les gens à essayer et voir ce qui, en termes de bénéfices par rapport aux efforts que ça a coûté, va avoir le plus d'intérêt pour chacun. Ce que j'aime bien dire, c'est que je vais ouvrir une salle de sport spécifique pour le cerveau, en fait, une salle de muscu pour ton cerveau. Et comme tu as une salle de sport pour le corps, je vais mettre à disposition différents outils, différents ateliers, dont la préparation mentale fera partie. Et dans cette préparation mentale, tu trouveras des choses que j'utilise au quotidien, telles que la méditation, la visualisation, les affirmations. J'ai une technique qui est très personnelle sur le conditionnement aussi, qui peut te permettre d'être dans les meilleures dispositions, quelle que soit la façon dont tu te réveilles le matin.
la métacognition qui est cruciale de mon point de vue, qui te permet de sortir un petit peu de ton quotidien pour t'observer dans tes pensées et de te positionner sous 3 angles. Quel est effectivement mon ressenti en tant qu'acteur de ma vie, en tant qu'actrice de ma vie, mais également quelles sont mes sensations en tant que réalisateur, réalisatrice de ma vie. Et là, les fonctions sont pas les mêmes. Une réalisatrice par rapport à un acteur va pas avoir les mêmes fonctions, les mêmes préoccupations. Dans un troisième temps, se demander ce que, en tant que spectateur ou spectatrice de sa vie, on va avoir comme sensation. Est-ce qu'on a envie de revenir voir le spectacle? Est-ce qu'on est satisfait de ce que l'on voit? Et se poser ces 3 angles de vue, ça change beaucoup de choses parce que ça va te permettre de te positionner en tant que prise de responsabilité, d'assumer 100% des responsabilités et de te poser les bonnes questions. Comme on disait tout à l'heure, c'est extrêmement puissant. Le contrôle des pensées est également important et c'est de mon point de vue la première des choses à faire. Commencer par se débarrasser, apprendre à se débarrasser instantanément des pensées toxiques qui vont pouvoir émerger dans ta journée. Tu as 60 000 pensées qui émergent dans ta journée. C'est un flux qui est incessant, qui est colossal. Le cerveau est compulsif. Donc c'est important de savoir traiter et de faire le ménage à l'entrée et de dire toi tu rentres pas, tu sors, tu me sers à rien. Et il y a des techniques qui sont très simples pour ça. J'invite tous les auditeurs à aller sur mon profil LinkedIn. Il y a dans les documents à disposition un petit guide très simple de 3 antidotes contre les pensées toxiques qui sont faciles à mettre en œuvre et en quelques secondes les pensées toxiques sont traitées. Ensuite, il y a un autre élément qu'on néglige souvent, c'est sa physiologie. Se redresser, ouvrir les épaules, ouvrir le plexus, lever la tête, poser un sourire sur son visage, ce sont des choses qui peuvent changer énormément le mental. Il y a un lien entre le corps et l'esprit qui est trop évident pour ne pas activer sur ces leviers-là. Enfin, il y a peut-être également la respiration qui est un outil intéressant pour la préparation mentale dans le sens où quand elle est active, quand elle est abdominale, elle peut avoir également la respiration des résultats qui sont assez impressionnants. Et puis j'aime bien toujours insister sur le smile qui a sur beaucoup d'aspects de ta vie, qui a une incidence énorme. Et pour ce faire, se forcer à sourire au début, parce que le cerveau ne comprend pas la différence entre un sourire simulé et un vrai sourire. Donc en simulant un sourire, tu vas envoyer des choses chimiques dans ton cerveau qui vont permettre d'avoir un vrai sentiment de bien-être et qui vont rejaillir sur un vrai sourire. Ce que j'aime bien conseiller également, c'est d'être le plus possible à proximité des enfants parce que ce sont une source première de sourire incroyable. Je crois qu'ils sourient en moyenne à peu près 400 fois par jour. Et avec les neurones miroirs, il est très très difficile de résister au sourire des enfants. Donc, entourez-vous d'enfants, forcez-vous à sourire et ne négligez pas le pouvoir du smile. Ça passe par là aussi, dompter son cerveau. Ok, super, super, super. Et toi, t'as confiance ou pas? Et si t'as eu des étapes où finalement ta confiance elle n'était pas là, comment t'as fait pour la construire? En fait, pour la confiance, ça part de tes accomplissements, en fait. Au regard des résultats, tu es bien forcé de te dire: «Ouais, effectivement, j'en étais capable». Donc avoir une clairvoyance sur tes accomplissements, mais ce que j'ai plutôt à dire à nos auditeurs, c'est que le levier le plus important pour ta confiance en toi, c'est ton entourage. Et il y a rien de plus puissant que de t'entourer de gens bienveillants qui croient en toi. T'entourer de gens qui croient en toi, c'est ce qui va décupler le plus ta confiance en toi, au final. Michael, qu'est-ce que tu penses du droit à l'erreur? Pour moi, ça fait partie de ce que j'appelle bien connaître le succès, en fait. Bien connaître l'échec, excuse-moi. C'est-à-dire que l'échec est quelque chose que l'on craint dès le petit âge scolaire. L'échec scolaire il est stigmatisé. Et c'est quelque chose, c'est une pensée limitante qui va nous accompagner tout au long de notre vie. Alors qu'en fait, si tu réfléchis bien, cette notion d'échec, moi, je l'ai un petit peu changé. Je considère que l'échec, il n'existe pas, en fait. Je considère que ce qui existe, c'est le renoncement. Et c'est ce renoncement que l'on appelle échec. Par contre, ce que l'on appelle échec au quotidien, c'est bon pour toi, ça te fait grandir, ça t'apporte les enseignements dont tu as besoin au moment précis où tu en as besoin. Donc, j'incite tout le monde à aller vers l'échec. Et pour cela, il faut avoir deux choses. La connaissance de ce qu'est un échec, et donc, ça signifie bien prendre conscience que un échec, ça n'est qu'une étape qui mène au succès, et que donc, en fuyant l'échec, c'est le succès que tu... Et une fois que tu as pris conscience de cela, aller à sa rencontre, connaître l'échec dans le sens vivre l'échec.
et profiter de ces enseignements. Ok. Alors souvent, la confiance, le droit à l'erreur sont intimement liés à la motivation. Comment toi tu fais pour te motiver chaque jour dans les projets dans tes projets au quotidien? Quels sont tes trucs pour te motiver? Bon, ben écoute, c'est la motivation, c'est un sujet que j'ai beaucoup étudié, parce qu'en fait, quand je te parle de détermination comme étant une de mes valeurs, la détermination, c'est rien d'autre que de la motivation au quotidien, en fait, et sur la durée. Donc effectivement, il y a des astuces, il y a des hacks pour générer de la motivation. C'est pas quelque chose que tu dois attendre, la motivation, tu peux aller la chercher. Donc il y a des choses très simples à mettre en place pour ça. Par contre, ce qui est beaucoup plus fort que ces petits hacks-là, qui vont te permettre effectivement d'aller chercher une motivation ponctuelle sur un truc sur lequel tu n'as pas envie d'aller, ce qui est beaucoup plus fort, c'est de te connecter à tes pourquoi. Et là, par contre, il faut être insistant. Il faut être insistant parce que le cerveau, il a horreur de faire quelque chose pour lequel il ne sait pas vers quoi il va. Il lui faut des raisons très, très précises en face pour aller se bouger, parce que sa fonction première, que nos auditeurs s'en rendent bien compte, c'est d'assurer la survie. Si d'aventure se présente à lui quelque chose dont il n'est pas convaincu qu'il a un intérêt à le faire, il va économiser son énergie pour la mettre au bénéfice de ce qu'il considère être la priorité, l'instinct de survie. Pour aller vers tes pourquoi, il faut aller en introspection. Ce que je propose à tes auditeurs, je ne sais pas si c'est possible techniquement, je pense que oui, moi j'ai enregistré une petite vidéo qui dure une douzaine de minutes, et en 12 minutes, ça te donne une motivation sans limite, en fait. Je te la mettrai à disposition, on les mettra en commentaire du podcast, parce que c'est un outil qui est précieux. En te connectant à tes pourquoi, tu vas avoir une motivation qui va couler à flot. C'est un exercice qui est assez éprouvant quand tu le fais consciencieusement, qui va aller jusqu'à générer des larmes de gratitude. Si tu vas vraiment jouer le jeu et que tu vas gérer le pourquoi du pourquoi. Mais c'est encore une fois quelque chose comme tout ce dont je parle aujourd'hui, c'est quelque chose qui est facile à faire. Il suffit un papier, un crayon et un casque et d'écouter cette vidéo pendant 12 minutes. Vous vous laissez mener, vous suivez les consignes et au bout des 12 minutes, il est clair et net que la motivation ne sera plus un problème par rapport à l'objectif. Ok, bah avec plaisir pour pour la petite bande sonore de 12 minutes, on pourra la mettre en bonus si tu as envie. Alors, je vais te parler un petit peu de la gestion des émotions. Je suppose que tu as déjà eu de la Ouais. pression, du stress. Et je voulais, moi, savoir comment tu t'y prends et quelles sont tes ressources psychologiques pour arriver à gérer du stress ou de la pression. Alors, dans un premier lieu, moi, ce que je fais, c'est que je reste focus sur ce que je peux maîtriser. Ça fait déjà un bon socle. Une fois que c'est fait, je prends toute la responsabilité, comme je te l'ai déjà dit, de quoi qu'il arrive. Ça m'évite de poser un seul orteil dans le triangle de Karpman. C'est un triangle qui se consiste de 3 faces: victime, sauveur, bourreau. Et tu veux pas aller là-dedans parce que c'est extrêmement difficile de s'en sortir. En tout cas, la seule façon de se sortir de cette situation, c'est de prendre 100% de responsabilité. Et ça inclut ce dont je porte une incidence sur l'événement final, mais ça inclut également les choses dont je suis complètement victime, le prix de l'essence en ce moment, un accident de la route, quelqu'un qui me rentre dedans. Je prends la responsabilité, je me pose à chaque fois la question: qu'est-ce que j'aurais pu faire pour que ça ne se reproduise pas? Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour que ça ne se reproduise jamais? Ensuite, et ça c'est capital, et je vais demander à nos auditeurs de couper l'eau de la vaisselle, d'arrêter leur footing pendant 5 minutes, parce que c'est vraiment le message majeur que je suis venu porter aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre concernant tes émotions, c'est qu'elles ne naissent pas comme ça, elles n'arrivent pas un jour parce que il fait beau, il fait pas beau, c'est pas comme ça que ça marche. Tes émotions, elles vont être générées par tes pensées. Ce qui se passe, c'est que voilà, quoi qu'il arrive dans ta vie, tu vas être confronté à des faits, à des événements. Ces faits, ces événements, je prétends qu'ils n'ont aucune espèce d'importance. Ce qui a une importance, c'est le focus que tu vas porter sur ces événements. Tout événement a une partie positive et une partie négative. Si tu poses ton focus sur la partie négative de l'événement ou sur le côté positif, l'aspect positif de cet événement, tu vas générer des pensées qui seront positives ou négatives. Et de là influe tout ton comportement. Je te fais le schéma. Tu as ta pensée, positive ou négative, qui va influer, qui va donner des croyances. Ces croyances, elles vont générer des émotions. Et ce sont ces émotions qui sont à la source de tes actions. Et tes actions vont générer tes résultats. Et là, on revient dans la boucle. Quel focus tu vas porter sur ce résultat? Soit il va venir conforter une croyance que tu as, soit il va venir en donner une nouvelle. Donc, si tu penses que tu as un problème à gérer avec tes émotions, n'attaque pas le problème par le prisme de l'émotion, attaque-le par le prisme de la pensée.
toute origine à ce schéma qu'elle vient de décrire qui constitue ta vie au final. Il a pour origine la pensée. C'est pour ça que je m'applique beaucoup à répéter ce message. Contrôle tes pensées au quotidien. Ok, c'est clair. Alors tu parles de focus. Moi j'aime bien poser la question sur le focus et la concentration. Comment tu fais pour la tenir, ta concentration? Alors la concentration, faut savoir que c'est un enjeu qui est capital, hein. En 2015, il s'est passé un truc qui était assez navrant pour l'humanité, c'est que on est passé en dessous du poisson rouge concernant la concentration. En l'an 2000, on avait 12 secondes de faculté d'attention. Le poisson rouge avait 9 secondes. En 2015, on est passé à 8 secondes, alors que le poisson rouge, lui, a été très peu impacté par les notifications. Il est resté à 9 secondes. Donc, il faut que nos auditeurs aient bien conscience de ça. Notre faculté de concentration aujourd'hui est une denrée rare. Elle est tellement rare qu'aujourd'hui, beaucoup prétendent qu'elle a plus de valeur que notre intelligence. C'est à ce point-là. Donc déjà, mesurer l'enjeu. Ensuite, il y a des habitudes, telles que le sommeil, l'activité physique, la pratique de la méditation, la clarté mentale avec justement la connexion au pourquoi que l'on évoquait juste avant. Tout ça agit comme une préparation foncière sur un sportif de haut niveau, sur ta concentration. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est d'organiser ton environnement. La pièce dans laquelle tu travailles, l'écran sur lequel tu travailles, tout doit être privé. Le bureau sur lequel tu t'installes, tout doit être privé au maximum des distractions visuelles. Le téléphone en mode avion ou dans une autre pièce. Ce que je recommande, c'est tant que possible, pour ceux qui peuvent se le permettre, de travailler debout. Ça fait un grand bénéfice sur la concentration. On va reparler de respiration pour se mettre en état de concentration. La respiration active est un très très bon outil. La visualisation, là aussi, hein, si tu demandes à n'importe quel sportif de haut niveau aujourd'hui, il ne va pas rentrer en compétition sans utiliser la visualisation. Ça, tu pourrais nous en parler plus précisément que moi. Ce qu'il faut savoir, c'est que ton cerveau, il a une attention qui est limitée de toute façon. Donc, ce que je recommande, c'est pour des séances de travail de limiter son attention à 20 minutes, des séances de travail de 20 minutes, faire des pauses de 5 minutes, et c'est ce qu'on appelle la méthode Pomodoro. C'est assez facile de trouver ça sur le web. Et donc, ça consiste à concentrer ton attention sur du deep work pendant 20 minutes sur une tâche et d'accorder à ton cerveau des temps de repos. Et quand je dis des temps de repos, c'est des vrais temps de repos. Tu te lèves de ton bureau si tu travailles assis, tu marches un petit peu, tu vas boire un verre d'eau, tu écris le SMS à ta femme pour organiser le dîner de ce week-end. Mais en tout cas, tu fais quelque chose de différent, tu fais de l'exercice, tu sautes, tu cours, tu marches. Encore une fois, le lien entre l'esprit et le cerveau, c'est très actif sur la concentration. Voilà ce que je peux te dire. Et au besoin, il y a ce que l'on appelle la méthode Serbi qui a été développée par Jean-Yves Pons, qui est très, très fort sur la concentration. Je conseille ce que j'ai lu de mieux dans le domaine de la concentration, c'est son livre qui s'appelle Concentraction. Et donc, il propose une méthode Serbi qui est très, très facile à retenir. S comme silence, E comme environnement, R comme respiration, et I comme inspirer. Et avec ce process-là, on peut rentrer en mode de respiration intense assez rapidement. Et ce que je recommande dans tous les cas de figure, quelle que soit l'activité, qu'elle soit physique, qu'elle soit sportive, qu'elle soit intellectuelle, c'est de se concentrer et de faire le tri sur du monotâche exclusivement. Quand on croit qu'on est une multitâche, c'est qu'on est en train de faire n'importe quoi, qu'on est en train de faire de l'alternance de monotâche, en fait. Donc, concentrez-vous sur le travail en monotâche. Alors, on arrive sur la fin de cet épisode et je vais te poser une toute dernière question. C'est très souvent on dit qu'il ne faut rien lâcher pour avoir une force mentale. Et je voulais savoir qu'est-ce que toi tu en pensais. Ah, je suis entièrement d'accord avec ça. C'est d'une importance cruciale, ça. Tu lâches rien et pas un millimètre. Tu lâches. Et non seulement tu lâches rien, mais en plus tu le fais savoir à ton cerveau. Pourquoi je suis aussi catégorique là-dessus? Parce qu'il y a une force qui est beaucoup plus puissante que ce que tu vas pouvoir mettre en œuvre consciemment, c'est ton subconscient. Et ton subconscient, il va profiter de n'importe quelle faille dans ton mode de raisonnement pour aller s'immiscer et te pousser à rester dans ta zone de confort. Donc, dans tous les cas, jamais tu ne lâches un millimètre. Alors après, il y a itération, il y a je pivote, il y a je revois mon plan pour l'orienter sur telle et telle chose. Ok, ça il y a pas de problème. Mais on ne lâche rien. Je répète toujours à mes élèves, une lâcheuse ne gagne jamais, une gagneuse ne lâche jamais. Un gagneur ne lâche jamais, un lâcheur ne gagne jamais. Ça fait partie de la gymnastique mentale qu'il faut se répéter pour avoir une détermination qui est au niveau d'un champion olympique. Et c'est quelque chose que je prétends être au niveau de n'importe qui. Les outils sont simples, vous avez vu tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Ce ne sont que des choses très faciles à mettre en place. Par contre, ça demande effectivement un travail sur soi qui est important et que j'appelle dompter votre cerveau, et c'est à la portée de chacun. Ok, bah écoute, merci beaucoup Mickaël pour cette
Une dernière réponse à cette dernière question. Je te remercie pour en tout cas l'ensemble de ton témoignage par rapport à ton mental et à tout ce que tu as pu nous apporter. Et comme le veut la tradition du podcast, je vais te laisser le mot de la fin. Si tu as quelque chose, un message à porter, un soutien à amener à une association ou autre chose. Et voilà, le mot de la fin est à toi. On t'écoute. Ouais, écoute, déjà, je voulais te remercier pour ton invitation. J'ai passé un excellent moment en ta compagnie à évoquer ces sujets passionnants. J'invite vraiment nos auditeurs à se pencher sur ces sujets qui sont cruciaux pour leur qualité de vie. Pour conclure, ouais, je porte un message qui est fort, c'est celui que j'ai évoqué au départ, c'est que rien n'est impossible. Donc, on l'a déjà évoqué, donc je vais me concentrer sur dompter votre cerveau. C'est plein de choses à mettre en œuvre. Je suis conscient que là, on a été très vite sur chacun des sujets. Retrouvez ce que je produis sur LinkedIn, vous en saurez plus en détail, on ira progressivement dans le fond des choses. Mais en tout cas, ne laissez pas votre mental prendre le pas. Vous avez la main sur votre mental. C'est une pâte à modeler votre cerveau et il ne demande qu'à être modelé dans le bon sens. C'est entre vos mains, c'est une décision à prendre. Et pour conclure, je dirais que je vais citer ce proverbe que j'aime beaucoup. Alors, un proverbe chinois qui dit que le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Donc, un petit pas maintenant, domptez votre cerveau tous ensemble. Ok, écoute, merci beaucoup Mickaël. J'ai été ravi de pouvoir faire ton interview et de faire ta connaissance par la même occasion. Et écoute, je te dis à très bientôt et puis on aura certainement l'occasion de pouvoir échanger cette fois-ci hors ligne, en dehors de l'interview pour pouvoir échanger sur nos pratiques respectives et puis je te dis à très vite. Le plaisir était partagé. Ça sera avec grand plaisir. À très vite, Sébastien. Merci beaucoup à tous. Si t'es arrivé jusque-là, c'est que cet épisode t'a certainement plu. Alors, merci d'abord pour ton écoute et ta fidélité. Et pour te remercier, je t'offre un cadeau. 30 minutes de coaching avec moi pour t'aider sur le sujet que tu souhaites. Pour obtenir ton cadeau, laisse un avis et un commentaire sur Apple Podcast via iTunes et fais une copie d'écran, tu me l'envoies, je te la partage dans la foulée sur mes réseaux sociaux et je te contacte également pour que tu me parles de ton mental. Bye bye à toutes et à tous, on se retrouve très prochainement pour un prochain épisode.